Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Des centaines de morts sur l'île indonésienne des Célèbes, un bilan qui n'est que provisoire. 24 heures après le tsunami, nous tenterons de comprendre la puissance meurtrière de cette vague à laquelle rien n'a résisté. Des maisons effondrées, mais aussi des hôtels, des hôpitaux, des centres commerciaux. Rien ou presque n'a résisté à la vague qui a déferlé hier sur l'île indonésienne des Célèbes. Dans cette mer de débris, ce sont bien souvent des corps sans vie que trouvent les premiers secouristes. Le seul bilan officiel donné depuis 24 heures parle de 400 morts. Il n'est évidemment que provisoire. Jérôme Gao. Les corps sont enveloppés dans des sacs mortuaires. Par dizaines. Ces morts rassemblés dans la cour d'un commissariat, parfois dans la rue, à même le sol. Autour, les habitants venus identifier un parent ou un ami. Dans les décombres, les sauveteurs retrouvent parfois des enfants. Ici, l'improvisation est totale, les informations rares. Nous avons réussi à joindre aujourd'hui une femme sur cette île sinistrée. Elle habite à 20 km de Palu. Il n'y a pas d'électricité, de nombreux bâtiments sont détruits. Il y a beaucoup de morts et personne ne sait vraiment ce qui se passe. On ne reçoit aucune information. Sur cette île des Célèbes, on tente coûte que coûte d'appeler des proches, mais le réseau ne passe plus. Et depuis hier, les dizaines de répliques sismiques ajoutent encore à la confusion. Les hôpitaux sont débordés par l'afflux de centaines de blessés. Les responsables de la Croix-Rouge indonésienne que nous avons joints par téléphone sont sans nouvelles de leurs équipes. Le grand hôpital a été détruit. Il ne peut pas accueillir les personnes blessées. Pour l'instant, on ne peut toujours pas joindre nos médecins sur le terrain. À 2000 km de là, l'armée indonésienne expédie les premiers renforts depuis Jakarta, la capitale. De la nourriture, du matériel médical sont chargés à bord de ces avions cargo qui vont tenter de se poser sur l'une des pistes de l'île dévastée. Certaines zones touchées par le tsunami sont inatteignables pour nos équipes de sauvetage. Nous allons avoir besoin d'équipements lourds pour cette opération d'évacuation. Sans communication, les secours peinent à s'organiser sur place. Priorité est donnée à l'inspection des bâtiments. Les autorités ont encore l'espoir de retrouver des survivants pris au piège. Et vous l'avez vu, les premières images qui nous parviennent montrent des quartiers dévastés. Ce sont parfois les structures les plus modernes qui se sont effondrées. Une ville qui a disparu en quelques minutes. L'ampleur des dégâts ne laisse aucun doute sur la puissance de la vague. Axel Cariou. C'était l'emblème de la ville de Palu, le pont jaune. Le voici après le tsunami, tordu comme un vulgaire fil de fer. La mosquée Arkam Babur Rahman, construite sur pilotis, était surnommée la mosquée flottante. Elle ressemble désormais à une épave rongée par les flots jusqu'à mi-hauteur. Sur ces images filmées en 2015, un vidéaste amateur montrait une ville animée, avec des routes en bon état, où les mobylettes croisaient des carrioles traditionnelles. Aujourd'hui, la plupart de ces routes sont boueuses ou inondées, ralentissant l'intervention des secours. Le plus grand centre commercial de la ville s'est effondré, ensevelissant des dizaines de clients qui se trouvaient à l'intérieur. Quant à cet hôtel Mercure, impossible de savoir s'il a pu être évacué à temps. La direction du groupe que nous avons contacté ne parvient pas à obtenir l'information. Le responsable de cette association humanitaire connaît bien l'Indonésie. Il n'est pas surpris par l'ampleur des dégâts. Un tsunami comme celui-là, il est important, certes, mais il n'est pas énorme. Si on avait fait des constructions légèrement surélevées, si on avait conçu des bâtiments en dur, avec des fondations spécifiques bien ancrées sur le bon sol, on aurait pu avoir des bâtiments qui résistent. Donc ce sont des constructions relativement légères et pas conçues pour les tsunamis. Des bâtiments peu résistants et une ville coincée au fond d'une baie étroite. Cette situation géographique a amplifié la puissance des vagues et depuis la catastrophe, la terre continue de trembler. On va avoir des répliques de magnitude 6, 6, 5, même peut-être 7, ça n'est pas à exclure, qui vont affecter la région dans les heures, puis les semaines et probablement même les mois qui suivent. Une des difficultés, c'est que de nombreux bâtiments ont été endommagés par le choc principal et une réplique un petit peu forte peut détruire le bâtiment qui est déjà endommagé. L'urgence est désormais de sécuriser le maximum d'édifices et de rétablir les réseaux électriques et d'eau potable. Même avec une éventuelle aide internationale, plusieurs années seront nécessaires
pour effacer les traces de la catastrophe. Et on va maintenant tenter de comprendre pourquoi ce tsunami a été si meurtrier. Bonsoir Louis. Bonsoir Anne-Claire. Alors cette vague, elle n'est pas si impressionnante sur le papier, 1,50 m en moyenne, et pourtant elle a été d'une force terrible. Exactement, tout est une question de volume d'eau et de poids. Regardons tout d'abord ensemble une vague comme on a l'habitude d'en voir sur nos côtes, une vague qui est propulsée par le vent, qui est construite par le vent. On va prendre l'exemple d'une vague qui justement fait également 1,50 m de haut. Regardez, on s'arrête, 1,50 m de haut et elle fait une vingtaine de mètres de profondeur, de largeur. Donc cette vague, elle va continuer sa course sur la plage. Et là, c'est en gros 9000 tonnes d'eau qui vont se déverser sur une plage sans grande conséquence. Passons maintenant à la vague qui a été créée par ce séisme sous-marin. Regardez, ça a soulevé le niveau de la mer au moment donc où il y a eu cette fracture. Et c'est à partir de là où on a vu cette vague se former. Elle est très importante, non pas par la hauteur, effectivement, mais surtout par le volume d'eau qu'elle transporte. On va s'arrêter sur cette vague. 1,50 m de haut également. Mais regardez, elle fait 20 km de profondeur. Et là, ce n'est plus 9000 tonnes d'eau qui arrivent sur les plages, mais 9 milliards de tonnes d'eau qui arrivent sur cette plage. Et là, avec l'inertie, eh bien, tout ça va pouvoir ravager la zone côtière jusqu'à 2 km à l'intérieur des terres. C'est 1000 fois plus qu'une vague normale d'1,50 m. Merci beaucoup Louis pour ces explications. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Un bilan humain qui a doublé en Indonésie et qui atteint maintenant 832 morts. 3 Français seraient portés disparus dans l'ouest de l'île des Célèbes. Les survivants, eux, manquent de tout avec pour conséquence les premières scènes de pillage. Retrouver des survivants sous les décombres, voilà l'obsession des secouristes dans la ville de Palu, à l'ouest des Célèbes en Indonésie. Même si après le passage du tsunami, on peut le dire, les espoirs sont faibles. Les autorités viennent brutalement de doubler le bilan humain, 832 morts à cette heure. On est aussi sans nouvelles de 3 Français. Jérôme Garou. Au loin, des vagues de plusieurs mètres de haut. Dans cette nouvelle vidéo diffusée aujourd'hui, un Indonésien filme la force du tsunami qui a frappé Palu vendredi. Sur la côte, aucun bâtiment ne semble résister. 2 jours plus tard, voici les premiers secouristes arrivés sur place. Depuis ce matin, des corps sans vie sont extraits de cet hôtel. Le Roa Roa pouvait héberger jusqu'à 150 clients. Il s'est écroulé au moment du séisme. Dans ces décombres, les secours entendent des gens crier à l'aide. Sous les gravats, une femme a été retrouvée vivante ce matin. Le matériel lourd a été envoyé dans différents endroits, mais pas ici. Nous avons vraiment besoin de cet équipement. Partout en ville, les sauveteurs sont engagés dans une course contre la montre pour retrouver des survivants. Dans ce centre commercial, par exemple. Certains clients ont eu beaucoup de chance, comme cette femme qui a pu s'échapper à temps. Quand ça s'est mis à trembler, je finissais mes courses, tout est devenu noir, les murs se sont mis à trembler, et tout s'est effondré autour de nous. C'était horrible. Sur cette île, où les communications sont toujours coupées, le bilan humain reste provisoire. Et de nouvelles craintes apparaissent, avec les nombreux morts dans les rues. Les victimes seront enterrées aussi vite que possible, pour des raisons sanitaires. Dès aujourd'hui, tous les morts doivent être inhumés après avoir été identifiés. L'armée est arrivée en renfort, 200 personnes déjà évacuées par avion, des blessés graves et quelques étrangers. L'Indonésie se découvre aussi des héros, comme ce contrôleur aérien de 21 ans, resté à son poste au moment du séisme pour assurer le décollage d'un avion. Lui n'a pas pu s'échapper à temps de sa tour de contrôle. Un hommage lui a été rendu hier, lors de ses funérailles. Et la principale difficulté des sauveteurs est maintenant d'atteindre les zones les plus reculées, en dehors de la grande ville de Palu. Impossible de savoir ce qui s'est vraiment passé. Et dans ce chaos général, on imagine que les pénuries ont déjà entraîné les premières scènes de pillage. Vous allez le voir sur ces images commentées par Axel Cariou. Les nouvelles images aériennes montrent un paysage totalement dévasté. Près de la ville de Palu, des villages recouverts par la boue, une plage aux allures de désert saharien. Et cette mosquée échouée comme une épave au milieu des flots. Le séisme et le raz-de-marée ont causé des dégâts impressionnants bien au-delà de la côte, sur plus de 12 km à l'intérieur des terres. Une étendue largement plus importante que celle envisagée par les secours, débordée.
Au milieu des rues jonchées de débris, des voitures retournées et des maisons éventrées, des habitants tentent de sauver un meuble ou quelques vêtements. Des familles ont passé la nuit dans la rue, à même le sol. Leur maison a été détruite ou menace de s'effondrer. Ici, aucun bâtiment ou presque ne répond à des normes antisismiques. Un pays comme l'Indonésie, la particularité, c'est que les gens n'ont pas forcément de moyens, ils construisent à peu cher et avec les matériaux qu'ils peuvent récupérer. Lorsque le matériau est dur, ils considèrent que c'est solide. Sauf que dans le béton, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Au nord de Palu, la province de Donggala est totalement coupée du monde. Partout des routes défoncées et des militaires ralentis dans leurs opérations de secours. Une seule piste de l'aéroport local est utilisable. L'aide internationale arrive au compte-gouttes. Le président indonésien exhorte à la patience. Remettre l'aéroport en service demandera environ une semaine. J'espère que vous saurez être patient. Nous avons énormément de travail et pour l'instant, les conditions ne sont pas favorables. Pendant ce temps, les scènes de pillage se multiplient. Privés d'eau potable, de nourriture et de carburant, des habitants siphonnent les réservoirs des voitures, les citernes des camions et vident les rayons des supermarchés. S'ils vendaient à prix raisonnable, ce serait bien, mais ils augmentent les prix des produits de base. On n'a aucune aide, il faut qu'on mange, on n'a pas d'autre choix, on doit aller chercher à manger. Une population paniquée, livrée à elle-même, alors que les répliques du séisme continuent de fragiliser des milliers de bâtiments et risquent d'entraîner de nouvelles victimes.